Patrick. Un coureur est tombé dans le ravin, Patrick. Sur notre gauche. Un coureur est tombé. Il s'agit d'un coureur. Attendez, je vais regarder descendre de ma moto. Oui, je vais attendre. Je regarde bien Luc Sozoule. Avec l'attaque d'Anti-Schleck, là, c'est Nibali le premier à sauter dans sa roue. Franck Schleck est juste derrière. Et Alberto Contador qui vient de partir. Lance Armstrong est lâché. Et il est littéralement impliqué, comme on dit, dans les milieux cyclistes, alors que tout le monde le passe. Je viens de me rendre compte que j'avais pas activé au micro, donc je recommence que je parlais dans le vide. Donc je voulais juste vous souhaiter la bienvenue à tous pour cette nouvelle pastille des commissaires des courses, hein, une des pastilles les plus attendues de la saison, puisqu'on va dresser le bilan d'une des équipes préférées, hein, des membres du forum et des suiveurs du cyclisme français, c'est-à-dire le bilan de la Groupama FDJ. Et pour m'accompagner ce soir, j'ai Théo. Bonsoir tout le monde, je suis sur les starting blocks, prêt à défendre tous mes petits coureurs préférés. Salut Théo, il nous fallait un fanboy, donc on a 50% de défense de la FDJ, je plaisante bien sûr, Théo est toujours très objectif, tout comme Greg. Salut Greg. Salut tout le monde. Alors messieurs, on va commencer par peut-être la note qu'on avait donnée à la saison de la Groupama FDJ. Pour être franc, on avait tous des notes un peu différentes, donc ça va être intéressant de voir ce que vous avez pensé. Je crois qu'on avait mis 10,5. Greg, je vais commencer par toi. Quelle note globale, avant de rentrer dans le détail, tu donnerais à la Je m'en saison souviens plus. de la Groupama? C'est pas grave, tu peux avoir changé d'avis. Donc. Non, je m'en souviens. Moi, je trouve que c'est quand même, c'est pas une bonne saison pour la Groupama. Je pense qu'il y aura beaucoup de déceptions. Si on regarde notamment le nombre de victoires en World Tour, je pense que c'est la plus mauvaise saison depuis 2011. Il y en a eu que 2. 9 sur 20, parce que je crois que j'avais presque mis ça aussi, 9 ou 10 sur 20. Si on regarde, très peu de victoires World Tour. On peut compter que Stefan Kung sur la première étape du Tour de Suisse et David Gaudu sur la 6e étape du Tour du Pays Basque. Ça fait malheureusement très léger. Après, peut-être qu'on entrera dans le détail, on verra quelques coureurs emblématiques sur lesquels on reviendra. On va rentrer dans le détail. Je vois que Stéro a mis 9 aussi. Alors, je voulais interroger Théo, parce que Théo, il a mis 2, donc j'aimerais bien comprendre pourquoi, Théo. J'ai mis 2, non, je suis en train de vérifier. Je crois que j'ai mis 10, j'ai mis la moyenne. Parce que c'est une saison que je trouve très contrastée. Il y a des points qui sont très positifs, on va y revenir, notamment, des points. Oui, des points positifs. Je pense qu'on peut parler de la saison de David Gaudu, qui, même s'il a eu un semi-échec sur le Tour, c'est la saison de la maturité pour David Gaudu, qui a répondu à la plupart de ses objectifs. Et des points très, très négatifs, comme la saison de Thibaut Pinot, qui est pour moi en fait le point noir de la saison de l'équipe, qui fait que le bilan il passe de correct à médiocre. Voilà, Alors, on va rentrer dans le détail, justement. Attends, d'abord, Charles, vas-y, non, te défile pas. Ouais. Vas-y, Charles, on t'écoute. Mais je sais plus combien j'ai mis, mais le problème, c'est que si j'ouvre l'onglet, en fait, vous allez voir les notes de tout le monde. Bon, T'avais mis 9, j'ai regardé. J'ai mis 9, ouais, c'est à peu près ce que je pense. Mais après, j'avais pas trop prévu de donner mon avis aujourd'hui. Je voulais rester sous les radars. Mais je trouve que la saison n'est pas très bonne. En effet, on rentrera dans le détail tout à l'heure. Et je suis d'accord avec Théo pour dire que David Gaudu a fait plaisir, Stefan Kung a fait plaisir également. Mais après, j'ai pas envie de juger Thibaut Pinot parce qu'il a eu comme tout le monde le sait, de gros problèmes de dos. Donc c'est forcément pas évident de... On peut commencer par lui si tu veux faire le bilan. On peut commencer par Thibaut Pinot si vous voulez. Et moi, j'ai du mal à être dur avec Thibaut Pinot, déjà parce que je reconnais que je suis pas trop objectif, parce que j'apprécie beaucoup le coureur. C'est un des rares coureurs que j'apprécie vraiment beaucoup. Donc, mais en dehors de ça, j'ai du mal à être dur ou à être... Parce que, j'arrive pas à trouver mes mots parce que c'est pas évident. Si c'est pas lui que tu juges, je vais t'aider. Tu peux juger aussi la gestion de sa blessure. La gestion, elle est catastrophique. Là, mais c'est quand même... ça, je l'ai dit l'an dernier. Pour moi, il y a une grosse erreur de management, comme il y a beaucoup d'erreurs de management chez la Groupama FDJ.
Thibaut Pinot, l'an dernier, sur le Tour de France, on doit l'arrêter tous les jours. C'est pas possible de le laisser continuer comme ça. Quand on voit ce qui s'est passé avec Van Der Poel, où là justement il y a eu un peu cette jurisprudence Pinot et on s'est dit là on va mettre un terme au truc parce qu'on veut pas qu'il se passe la même chose. On avait vu que Bernal aussi avait eu des soucis et on a été plus prudent. Et pour moi la grosse erreur elle vient de là, de l'incapacité du staff à dire stop et à lui dire on arrête parce que il y a des saisons encore à venir et ta carrière elle est pas finie quoi. Non mais moi je trouve ça quand même, enfin, moi je suis assez surpris qu'on ne revienne pas assez dessus quand je lis soit la presse ou même sur le forum, de la gestion hallucinante, sachant que ça fait presque 1 an et demi où on retrouve pas le plus grand Thibaut Pinot. Après, voilà, Stereo King dit qu'on a parlé en plus, non seulement on lui fait finir le tour, mais en plus on le met sur la Vuelta. Ouais. Mais il y a beaucoup de gens qui sont copains avec Marc Madiot, donc du coup c'est parfois peut-être un peu dur de dire du mal de sa gestion, je sais pas. Parce que c'est terrible, tu l'as dit, tu peux pas jouer sa saison, mais voilà, moi, enfin, je suis pas le plus grand fan de Thibaut Pinot, mais voilà, ça me fait vraiment de la peine de voir qu'il traîne sa misère, le pauvre, depuis 1 an et demi et qu'on le revoit pas, voilà, au niveau auquel on pourrait l'attendre. Tout à fait, parce que Théo, on a tous vibré en 2019 sur le Tour de France. Je pense que même ceux qui appréciaient moins Thibaut Pinot, les numéros qu'il a fait, l'énorme, enfin, j'allais dire défaillance, c'était pas une défaillance, c'était un problème de genou lors du dernier week-end du Tour, alors qu'on pouvait encore espérer à une victoire sur la grande boucle. Et ouais, tout ça, c'est un peu dommage. Et quel est ton sentiment à toi, du coup, sur cette gestion du Capino plus que sur sa saison 2021, du coup? J'ai plusieurs choses à dire. J'ai des choses à dire sur sa saison 2021 aussi. C'est vrai que la gestion, si on prend pas le point de vue humain, parce qu'il faut comprendre pourquoi il a tiré sur le Tour. Le Tour et la Vuelta, c'est deux choses différentes. Il a tiré sur le Tour parce qu'il avait un contre-la-montre qui passait chez lui. Et il est tellement important dans l'équipe que personne ne pouvait lui dire de s'arrêter. Alors, même si c'était rationnellement sûrement pas une bonne décision, j'ai du mal à en vouloir à l'équipe de l'avoir laissé continuer. Par contre, la gestion de la Vuelta l'an dernier, c'est vraiment une grosse blague. S'il avait des douleurs, il fallait pas forcer. Même la reprise de cette saison et la communication a pas été vraiment claire tout le temps. On sentait, j'ai l'impression qu'il n'a pas vraiment coupé autant qu'il aurait dû. Et là où j'en veux à l'équipe, c'est pour la gestion de la Volta 2020, et c'est surtout que si Pinot n'est pas là, en fait, c'est l'équilibre de la saison, enfin de l'équilibre de l'effectif qui est branlant. La Groupama, elle n'est pas structurée comme d'autres équipes, comme une équipe comme MEF, qui a par exemple beaucoup de coureurs de second plan de bon niveau. La Groupama, elle a 3-4 coureurs de top niveau et beaucoup d'équipiers pour les servir. Et si tu as un des leaders qui est pas présent et qui est out pour une saison et demie, eh ben, tu vas avoir 5-6 coureurs dans l'effectif qui servent presque à rien. Je pense qu'on va y revenir plus tard. On va en parler, oui. Mais du coup, c'est pour ça que c'est extrêmement problématique pour l'équipe d'avoir un des leaders qui est sur le flanc. Et c'est pour ça que je disais que c'était le gros point noir de la saison, c'est que voilà, la Groupama, si elle a une de ses têtes d'affiche, voire deux, on va y revenir, qui performe pas, et ben tout de suite, ça devient très 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 médiocre. Après, par contre, sur sa saison 2021, moi j'ai plutôt bien aimé sa reprise. On sentait que c'était pas vraiment une reprise performance, c'était une reprise plaisir. Il a beaucoup couru. Il a repris dès le Tour du Limousin et il a enchaîné vraiment énormément de jours de course jusqu'au Tour de Lombardie. Il a peut-être même trop couru pour être performant pour le Lombardie, mais je pense que l'objectif de la fin de saison, c'était reprendre du plaisir, valider la position, reprendre sans douleur. Ça a l'air d'être le cas. J'ai vu quasiment aucune interview négative où il parlait de nouveau de son dos. Il y a juste eu un article, alors je sais plus quel média c'était, anglo-saxon, qui citait Madio, qui parlait de retour de douleur au dos lors de la présentation du Tour, mais je pense que c'est une mauvaise traduction. Et on l'a vu à l'avant, il a fait plaisir à ses supporters, et je pense que c'était la meilleure chose pour pouvoir faire une saison 2022 correcte. Après, maintenant, voilà, la question c'est quelle année 2022 il va nous faire. Est-ce qu'il va encore rester un grand leader, ou est-ce qu'il va faire un peu le début? J'ai toujours pensé que Pinot, il allait faire quelques saisons à la Moncoutier à la fin de sa carrière en arrêtant de jouer les classements généraux. J'espère qu'il va encore tenter les classements généraux pour 2 ans. En tout cas, il a un gros contrat
Et je pense qu'il doit rester un leader dans la structure de l'équipe jusqu'à la fin de ce gros contrat. Et j'espère qu'il le pourra physiquement. Alors Thibaut nous dit Cycling Weekly pour le média anglophone. Et il y a une question pour finir sur le cas Pinot, et c'est Capuccio qui nous la pose et je le remercie. Il nous dit Greg, Thibaut n'a pas aidé non plus en disant qu'il se sentait bien aux entraînements alors que c'était pas vrai. Est-ce qu'il y a aussi une petite part quand même de responsabilité si cette affirmation est exacte pour Thibaut Pinot? Après, il avait envie de courir, mais c'est souvent ça. À un moment, c'est aussi au staff à être capable de dire que c'est trop risqué, de prendre un risque aussi pour les courses et les semaines suivantes. Après, je ne sais pas exactement, pourtant, il y a son frère dans le staff. Normalement, les discussions doivent être franches et sans tabou et sans secret. Donc, il y a beaucoup de questions parce qu'ils ont finalement assez peu communiqué sur cette gestion-là, d'ailleurs. Donc, c'est assez difficile finalement, je trouve, voilà, de savoir exactement la vérité, qui a décidé, qui n'a pas décidé dans ce dossier-là, que ce soit pour le Tour de France ou pour la Vuelta. Pour le Tour de France, je pense que c'est lui qui voulait continuer, mais pour la Vuelta, ça va rester un grand mystère. Tout à fait. Alors, on va passer sur Thibaut Pinot, parce que c'est forcément pas lui qui a fait l'actualité de cette saison chez la Groupama FDJ. Et du coup, j'ai envie de commencer par du positif, si vous êtes d'accord, les gars, et David Gaudu. David Gaudu, Théo l'a très bien dit, il a tenu son rang cette année. Il était un petit peu en retrait sur le Tour de France par rapport à ce qu'on pouvait attendre, mais il y a eu des petits soucis de santé, notamment sur les pentes du Ventoux. Mais là où moi il m'a fait plaisir, c'est sur les courses d'un jour et notamment le Liège-Bastogne-Liège, Théo, où il signe un très beau podium. Oui, Gaudu, depuis le début de sa carrière à Groupama, on l'attend comme un grand coureur, comme un leader. Il a vraiment fait le début de sa carrière, j'allais dire dans l'ombre, mais plutôt sous l'aile de Thibaut Pinot. Il avait commencé à gagner en World Tour il y a 2 saisons, si je dis pas de bêtises, mais il n'avait jamais vraiment pris un rôle de leader. Et souvent, quand il était leader, je trouve qu'il avait tendance à baisser un peu de pied. Et, euh, et cette saison, en fait, dès les premières courses, on l'a vu que voilà, il avait pris un peu son indépendance au sein de l'équipe. Et que ce soit sur les courses d'un jour ou même sur les courses par étapes. Alors, il y a une première déception à Paris-Nice, mais il a chuté lors de Paris-Nice. Pour moi, peut-être sa plus grosse perf physique de la saison, c'était pas sur Liège-Bastogne-Liège, on va y revenir, mais c'était sur la dernière étape du Tour du Pays Basque où il gagne, où il est le seul coureur à pouvoir suivre Primoz Roglic. Et vraiment, il n'a pas un coup d'avance, hein, il suit Roglic à la pédale. Et alors, Roglic a plus travaillé que lui dans la plaine, mais dans la dernière montée, c'est lui qui tracte Roglic jusqu'en haut. Bon, Roglic n'a pas tenté d'attaquer, mais il semblait pas vraiment à l'aise. Et vraiment, c'est la fois où je me suis dit, Gaudu, c'est devenu un leader de calibre World Tour. Et, et après, il confirme quasiment juste après sur Liège-Bastogne-Liège. Alors ça, c'est pour le côté très positif. Il fait aussi des très bons Jeux Olympiques. En tout cas, physiquement, il avait peut-être le niveau pour un podium. Il fait aussi je trouve une bonne fin de saison en Italie. Après, il y a des gens. Alors, je sais qu'il y a certains coureurs qui critiquent un peu sa stratégie en course. C'est vrai que stratégiquement, il semble pas. Sur les courses d'un jour, il est très costaud physiquement, mais il semble pas avoir le truc, tu vois, qui fait que c'est un gagneur. Alors, il a gagné plusieurs fois cette saison. Notamment sur le Tour de Luxembourg et en début de saison sur le week-end Dromardèche. Mais pour gagner en World Tour de manière systématique, c'est pas encore ça. Et je pense que ce sera jamais un coureur qui dominera complètement, mais on peut espérer, pourquoi pas, peut-être un monument, une fois, un Lombardie, un Liège-Bastogne-Liège sur les courses d'un jour. Après, pour les courses par étapes, je sais que vous avez des réserves. Peut-être que Greg veut donner son avis. Enfin, peut-être qu'on en parlera après pour les perspectives dans le prochain. Mais globalement, oui, je suis assez d'accord avec toi, notamment pour l'étape du Pays Basque, qui était, voilà, c'est quand même des étapes souvent assez dures, avec, il y a des pourcentages, et des montées difficiles, des petites routes. Et c'est que ça reste, voilà, quand même une belle course et vraiment sa belle victoire. Mais voilà, moi aussi, je suis assez. Voilà, c'est quand même le coureur. On attendait vraiment qu'il s'affirme dans l'équipe et que ce soit plus le petit jeune sympa. On attend sa grande performance.
c'est bien aussi qu'il commence à s'affirmer comme un vrai leader à la FDJ. Je pense qu'il en a la mentalité et ça va être voilà, le coureur à suivre les années futures et le leader voilà, pour les saisons suivantes. Et je suis assez curieux de voir d'ailleurs son programme l'année prochaine. Alors, je ne sais pas si on en parle maintenant ou à Ouais, la fin de l'émission. j'ai un peu envie de dévier du plan à vous écouter, à vrai dire. Et bah, j'ai une question toute simple, et c'est aussi quelque chose qu'on a retrouvé sur le forum. Il y a eu un débat là-dessus suite à la publication de notre bilan de la saison de la Groupama FDJ. Mais à ton avis, Greg, et puis après je passerai la main à Théo, où se situe l'avenir de David Gaudu? Est-ce que c'est plus sur les courses par étapes, non, les courses par étapes, je dis une bêtise, les grands tours, ou alors les monuments type Liège-Bastogne-Liège et le Tour de Lombardie, puisque c'est les deux qui lui semblent les plus accessibles. Est-ce que tu le vois plus proche, du coup, toi, de gagner un monument ou de faire un podium ou un top 5 sur un grand tour? Et puis, n'hésitez pas, vous aussi, à nous donner votre avis sur le chat. Je pense qu'une course d'un jour lui conviendrait mieux. S'il a un Lombardie, je pense que c'est typiquement la course qui lui conviendrait. Après, voilà, faut quand même un jour, il aura quand même envie de se tester sur un grand tour et de tenter des choses. Donc, de toute façon, il va pas faire que les courses d'un jour ou des courses d'une semaine. Donc, faudra. Et d'ailleurs, vu le Giro l'an prochain avec seulement 25 km de contre-la-montre, quand on sait que Gaudu, finalement, c'est pas un rouleur et il risque de perdre beaucoup de temps à l'avenir dans les grands tours, ben, pourquoi pas, moi, enfin, je sais pas ce que vous voulez, mais j'espère que l'année prochaine, il va profiter de ce parcours du Giro pour se tester et on aura vraiment la réponse. Mais pour revenir à ta question, je pense qu'il est plus proche d'un Lombardie que d'un Tour de France, évidemment. C'est ton avis aussi, Théo? Oui, et même pour les grands tours et même pour les courses par étapes d'une semaine, je voudrais rajouter quelque chose, c'est que il semble quand même assez irrégulier, sans parler de son problème sur les contre-la-montre, où je pense qu'il peut. Enfin, souvent, il gère mal sur les contre-la-montre, il part trop tôt. Bon, il va peut-être encore apprendre. Il peut encore toujours travailler sa position. Euh, mais sur les grands tours, c'est vrai qu'il semble, entre guillemets, manquer de régularité. Sur le Tour de France de cette saison, même avant ses problèmes intestinaux ou ventous, où là on peut pas parler de problème de régularité, et ben il pète, je crois, sur l'étape de Tignes, alors que la veille il semblait plutôt bon. Euh, c'est un coureur qui semble irrégulier. Après, la régularité sur les grands tours, ça dépend de plein de paramètres. On sait que Thibaut Pinot aussi a eu ce défaut. Peut-être que, alors bon, là c'est le fan qui parle, peut-être qu'il court pas non plus à armes égales et que c'est plus simple d'être régulier si tu optimises absolument tous les côtés de ta préparation. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que quand on a son niveau, il faut persévérer sur les grands tours parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Kreuzwag a un podium sur le tour, par exemple. Il y a toujours des surprises, il y a toujours des circonstances, il y a toujours des formes un peu optimales. Et il perdra rien vu que c'est quand même un coureur assez rapide, assez punchy. Voilà, il pourra quand même viser des étapes s'il vise des classements généraux. Il est trop tôt dans sa carrière pour vraiment abandonner les grands tours. Et surtout, pour moi, c'est absolument pas des objectifs qui sont incompatibles. Alors, je compare absolument pas Gaudu à Pogacar, mais on voit la saison de Pogacar. Il fait le tour. Bon, il a quand même pu avoir une très bonne forme et à Liège et au Lombardie. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a fait Gaudu cette saison. Il était performant à Liège, sur le Tour et au Lombardie. Et pour l'an prochain, pour aller dans le sens de Greg, moi j'ai vraiment envie de le voir sur le Giro. Mais du coup, je lis un peu les commentaires. Là, je vois que Thibaut est d'accord avec toi. Théo, il dit qu'il doit quand même persévérer sur les grands tours. David Gaudu, je vais poser une question polémique. Elle est polémique dans le sens où elle va lancer le débat. Hein, c'est pas du tout pour polémiquer. Mais j'entendais que tu comparais, Théo, David Gaudu à Steven Kruijswijk. Mais est-ce qu'on ne le voit pas un peu trop beau, David Gaudu, dans le sens où Steven Kruijswijk, certes, il fait un podium sur le Tour de France. Mais Kruijswijk, on oublie aussi que c'est quand même un mec qui est en capacité de remporter un Giro, ce que n'a jamais fait Thibaut Pinot, j'allais dire David Gaudu. Et en gros, s'il n'y a pas un mur de neige dans une descente, il a largement course gagnée. Et ouais, ma question du coup, elle est la suivante. Est-ce que, parce qu'il est français et qu'on a tous envie de voir un Français briller, est-ce qu'on ne voit pas David Gaudu un peu au-dessus de ses réelles capacités, comme on l'a dit un peu sur le forum, c'est vrai qu'on avait ce débat,
On dit certes, David Gaudu, il a ce problème au Mont Ventoux, mais il y a aussi d'autres coureurs qui ont eu des problèmes avant, comme Roglic, comme Egg, comme d'autres. Et au final, est-ce qu'il n'était pas juste à sa place sur ce Tour de France et que ça va être quand même compliqué d'aller beaucoup plus haut pour lui? Même s'il a que 25 ans, hein, j'entends cet argument aussi. C'est qui que je pose la question? Je commence? L'un ou l'autre, c'est comme vous voulez, c'était juste pour lancer le Bah, débat. après, que ce soit sur la place sur le tour, fait 11e, allez, si, il aurait pu faire mieux quand même sans les soucis de début de tour, les soucis au Ventoux. Oui, je vois mal, notamment à cause du chrono ou à cause de la régularité, peut-être gagner un Tour de France. Mais voilà, tu l'as dit, Kreuzweig, il a failli gagner le Giro, il s'est loupé une fois. Peut-être que Même voilà, si Gaudu Kreuzweig était plus âgé, hein. C'est vrai que Thibaut a raison aussi. de le préciser. Déjà, Gaudu, il a que 25 ans, donc Mais ça m'amène aussi à une question, Greg, parce que on dit Gaudu, il a que 25 ans, mais moi j'ai l'impression, enfin désolé, je me fais l'avocat du diable, hein, mais je dis ma pensée, je force pas le trait du tout, mais j'ai l'impression qu'on oublie qu'il y a des coureurs derrière lui qui sont plus jeunes et qui ont déjà fait mieux, en fait, comme Joao Almeida, comme Tadej Pogacar, comme Egan Bernal. Et du coup, moi j'ai pas l'impression que David Gaudu, ça fait quand même un bon moment qu'il est pro, j'ai pas l'impression qu'il augmente dans la hiérarchie, en fait. Et c'est ça qui m'inquiète un peu dans l'optique d'un podium ou d'un top 5, Théo. Alors, justement, je trouve que chez Godu, en fait, je suis d'accord qu'il a pris son temps, mais il y a quand même une vraie progression saison après saison. Quand tu regardes J'entends sur les grands tours, hein, bien sûr, pas sur les classiques. Ah, mais justement, sur les grands tours, et là où tu peux, par exemple, en 2018, il me semble que c'était en 2018 son premier tour, voilà, il fait des échappées en montagne, il fait une bonne place en montagne sur une étape assez courte. En 2019, il fait le lieutenant pour Pinot, il est peut-être dans les 12 meilleurs grimpeurs de la course. L'an dernier, on sait ce qui s'est passé pour le tour, sur le tour, mais il fait son premier top 10 sur la Vuelta. Et là, cette année, sur le tour, il a montré à certaines étapes que voilà, avec les bonnes circonstances, il pouvait faire partie des 5 meilleurs grimpeurs de la course. Donc, il continue à progresser. Alors, est-ce qu'il y a des coureurs plus jeunes que lui qui ont montré plus de choses? C'est sûr. Est-ce qu'il y a des coureurs plus vieux que lui qui ont montré plus de choses? C'est sûr. Mais c'est du cyclisme, en fait. Et c'est du cyclisme, c'est des grands tours. Si tu fais partie des 10 meilleurs coureurs d'une course, tu peux, en fait, avant le départ, tu peux viser le podium parce que t'en as qui vont tomber, enfin, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'aléatoires et de toute manière, qu'est-ce qu'il a d'autre à faire, quoi? Euh, Qu'est-ce qu'il a d'autre à faire que viser les classements généraux à son âge? Ah oui, il a raison, mais oui. est-ce qu'il va y arriver, en fait? C'est plus Ah, Mais la... tu bah, vas- mais ça, on peut pas deviner l'avenir. Mais maintenant, on va me parler de son calendrier, mais à mon avis, il faut viser les grands tours. Il y a assez peu de contre-la-montre chaque année. Clairement, si on veut jouer. Et là, on Parce que parlait là, de je vois du un Giro. commentaire, par exemple, je vois c'est Maël, désolé, c'est peut-être son nom de famille, je sais pas si c'est son prénom ou pas, mais il dit Almeida n'est pas plus fort que Gaudu, mais Joao Almeida, il fait top 5 du Giro, il est pas loin non plus en 2020, il a été exceptionnel en Pologne. Moi, j'ai quand même l'impression qu'on parle d'un coureur qui a un autre calibre, en tout cas, enfin, déjà dans son Après, palmarès, et qui est plus jeune en plus. faire un top 5 sur un Giro, enfin, je répète, avec cette année, un Giro avec assez peu de contre-la-montre, ça peut être, c'est pour ça que j'en parlais, j'insiste, et Théo en a parlé aussi, je suis d'accord. Et c'est l'occasion jamais, s'il veut vraiment jouer le grand test pour Gaudu, je pense que ça peut être le Giro 2022. Mais est-ce que, du coup, pour rebondir sur 2022 et essayer de pas trop traîner sur Gaudu, est-ce que ça va pas être l'année charnière pour David Gaudu 2022, Théo? Dans le sens où on va forcément l'attendre, parce qu'on l'a dit, il sort d'une belle saison. Et s'il va sur le Giro ou le Tour, hein, peu importe, est-ce que ça sera pas le moment où on pourra vraiment le juger, parce qu'il aura 26 ans, et forcément sa chance, puisque c'est peut-être pas, enfin, on sera pas dans le tout Thibaut Pinot. Et ouais, du coup, est-ce que c'est là, fin 2022, qu'on pourra dire, enfin pas avec certitude, hein, parce qu'il y a toujours des surprises, hein, comme Tao qui a remporté le Giro et ça a été précisé sur le chat. Est-ce que du coup, ouais, c'est l'année ou jamais, entre guillemets, pour franchir un palier sur les grands tours pour David Gaudu? ah bah, tu m'as posé des questions. Tu m'as demandé si c'était l'année charnière ou si c'était l'année pour franchir un palier sur les grands tours. Je Parce que pense je que lisais un commentaire en même temps, et ouais. comme d'habitude, j'arrive pas à reprendre le Je fil. pense que charnière, honnêtement, c'était cette année et qu'elle est validée. C'est un leader. C'est un leader performant en World Tour. Et pour les grands tours, moi, je pense qu'il faut pas se dire c'est l'année ou jamais, mais il faut se laisser une plage de 3-4 ans. Si vraiment en 3-4 ans, il fait aucune perf sur les grands tours, bon, voilà, faudra peut-être laisser tomber.
Mais aussi un autre point, on parle souvent de niveau et c'est peut-être un travers que je dis en disant bah, il y a forcément une occasion un jour où toutes les circonstances sont dans le bon sens. Le truc aussi, c'est que pour avoir les circonstances qui tournent vers toi, il faut être euh, régulier et consistant saison après saison. Godu, bon, il a déjà abandonné un grand tour, mais il semble quand même moins fragile que Thibaut Pinot. Et si tu peux faire, si tu termines au moins un grand tour par an, tu as quand même plus de chances de faire une bonne perf qu'un Thibaut Pinot qui, au final, genre, a abandonné énormément de grands tours et qui. Enfin, voilà, ce que je veux dire avec Godu, c'est que peut-être qu'il ira moins haut que Pinot. J'en suis même convaincu. Au niveau que Pinot avait en 2019, Godu ne l'aura jamais. Enfin, après, ça, c'est mon avis. Mais je pense que, voilà, il a de quoi, pendant, allez, je suis peut-être optimiste, 6 7 ans, nous sortir un top 5 un top 10 de grand tour par saison. Et que s'il fait ça, ce sera déjà très bien. Tout à fait. Alors, messieurs, je vous propose qu'on passe à la suite et au troisième coureur principal de l'équipe. C'est Arnaud Démare. Arnaud Démare qui sort d'une saison très très compliquée, contrairement à 2020. Quel regard vous avez, les gars? Je ne sais pas qui veut commencer sur la saison du sprinter français. Ah, Greg, vas-y. Vas-y, j'y vais. Ben, forcément, c'est une déception, notamment sur les World Tours, puisqu'il ne gagne pas ses victoires. Il y a quoi? Il gagne sur les boucles de la Mayenne, et finalement, Les sa plus boucles de belle. la moyenne. Ouais, C'est à peu près ça. ça reste une course moyenne, voilà. Et sa plus belle victoire, c'est finalement Paris Tour où il gagne pas en sprinter. Et voilà, pareil, la Vuelta, il avait une équipe qui était dédiée entièrement à lui, et ça n'a pas marché. Donc forcément, il y a beaucoup de déceptions chez lui, alors que l'année précédente, il avait gagné quand même pas mal d'étapes sur le Giro. Donc je pense qu'il commençait l'année en se disant qu'il allait gagner sur le Tour, gagner sur la Vuelta et faire une grosse saison en World Tour. Malheureusement, voilà, ça n'a pas bien tourné pour lui. Bon, j'espère que, voilà, que sa victoire sur Paris Tour, ça va un peu le relancer moralement. Enfin, voilà, il pourra passer l'hiver, on va dire, avec un peu plus de sourire, parce que sinon, c'était, à mon avis, un petit peu La soupe à la grimace. une année déprimante pour lui. Théo, un avis sur la saison d'Arnaud Démare? Moi, je ne serais pas aussi dur que vous. Je dirais pas que c'est. Je sais pas si tu as dit que c'était catastrophique, mais je sais que Ah non? tu l'as peut-être pensé à un moment. Il y a peut-être des gens qui le pensent. Et Demar, il fait une saison clairement moins bonne. Mais bon, Demar aussi, il fait des saisons on, des saisons off. Mais bon, pour une saison moins bonne, c'est quand même costaud. Il ramène des Ah, victoires. il a gagné autour d'un Poitou-Charentes, c'est pas mal, hein. Euh, mais, Ça mais bim le tacle. Et non, et même au niveau cliniquement, il n'était pas totalement à la masse. On peut pas sortir. Bon, sur la Vuelta, clairement, il y a un manque de confiance, mais quand tu vois sa perf au mondiaux un peu après, il fait quand même une deuxième place sur la Vuelta. Alors, ok, c'est Arnaud Démare, il doit pas s'en contenter, mais ça montre qu'il n'était pas non plus, il était pas non plus totalement aux fraises. Et sur le Tour, ben voilà, il fait partie des coureurs qui chutent dès le début, et après c'est compliqué, mais il avait quand même montré, enfin, il a aussi une deuxième place sur Paris-Nice, je pense. Il est clairement moins bon que l'an dernier. Ça l'a pas fait en World Tour cette saison. Mais voilà, c'est moyen. C'est moyen moins, mais c'est pas non plus catastrophique. Et moi, je fais confiance en Desmar pour rebondir l'an prochain. Je pense qu'il a toujours la motivation et qu'il a toujours la caisse. Ouais. Et qu'on a un peu tendance à sous-estimer ce que fait Arnaud Desmar. Après, Ouais. heureusement qu'il est là quand même pour amener quelques victoires, parce que il a quoi? Il y a 8 ou 9 victoires cette année, et s'il n'est pas là, le bilan FDJ sera encore plus maigre, hein. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on pointe du doigt l'absence de résultats sur les grandes courses Puis d'Arnaud Démare, mais il sauve en même temps, comme tu le dis, Greg, un peu la saison. voilà. Enfin, Et d'un puis point de vue comptable, en tout cas. les plus anciens se souviendront qu'il y avait des époques où il n'y avait pas un seul sprinter français capable de faire un top 10 sur un grand tour. Alors, Et tiens ben là, d'ailleurs, je parle des. pour remettre une pièce dans la machine, Greg, un débat aussi que j'ai vu sur le forum à plusieurs reprises. Est-ce que le problème c'était Démarre cette année ou est-ce que c'était ses poissons pilotes? Parce que j'ai lu beaucoup de choses aussi sur son train qui avait un peu de mal à se trouver. Et quel est ton avis du coup Ah bah, j'ai un peu sur de ça? mal quand on accuse le train d'un sprinter. Alors oui, il peut y avoir une ou deux fois des erreurs, mais à un moment, le sprinter, il doit être aussi assez grand. S'il voit que son train il part du mauvais côté ou il est mal placé, eh ben, de prendre la roue de notre sprinter. À un moment, enfin voilà. Par contre, là où il y a un souci à la FDJ, c'est quand on voit toute une équipe dédiée à démarrer et que ça marche pas.
Mais à un moment, je pense qu'un sprinter doit être capable de prendre la roue d'un autre pour surtout expérimenter comme Démarre. C'est pas un débutant non plus, Arnaud Démarre, maintenant. Il a suffisamment d'expérience pour se dire, oula, la bonne roue à prendre, elle est là, j'y vais. Voilà, j'enclenche le mode fanboy. Alors déjà, en fait, pour moi, la question, il faut pas séparer Desmar de son train. Si ça marche pas, c'est leur faute à tous, et c'est pas juste le train, il faut pas se cacher derrière ça, comme l'a dit Greg. Je pense que Desmar en a pris conscience aussi. Il l'a dit dans une interview après Paris Tour qu'il aurait peut-être des fois plus dû prendre l'initiative, mais c'est aussi une histoire de confiance. Je pense que humainement, il voulait pas dévaloriser le travail de ces gars. En tout cas, il me semble avoir lu ça dans une de ses interviews. Mais il y a aussi le côté malchance. Je me souviens d'une étape sur la Volta où justement, il suit pas son train. Il est placé parfaitement pour jouer la gagne. Il prend un trou dans la route et il déraille. C'est quasiment le seul mec du peloton à prendre ce trou. Il y a aussi ce côté-là de démarre où démarre quand il y a rien qui va. Il y a rien qui va, quoi. Donc c'est peut-être pour ça que je suis un peu indulgent pour lui. Je pense que voilà, c'est la saison où il a été marabouté et l'autre saison il aura un bonus et tout ira mieux dans le meilleur du monde. Alors, j'aimerais bien revenir à un point central du débat qu'on a aussi depuis quelques mois, voire quelques années. Je voudrais parler avec vous, les gars, et je sais que ça fera réagir aussi sur le chat, parce que c'est encore une fois une question qui a été abordée pas mal sur le forum. Bah, c'est cette absence de densité au sein de la Groupama FDJ. Je sais plus si c'est toi, Théo, ou si c'est toi, Greg, qui l'a dit un peu en ouverture. On a l'impression que l'un des principaux problèmes de la structure des frères Madio, c'est que si les leaders sont pas en forme, derrière, ça devient catastrophique parce qu'il n'y a pas grand monde pour relever le niveau. Je vais développer un petit peu avant de vous redonner la main, les gars, mais quand je vois l'effectif de la Groupama FDJ et je vais le reprendre avec vous sur la page de nos amis de First Cycling, pour moi, il y a quand même un paquet de mecs, j'allais dire qui servent à rien, mais j'aime pas utiliser ces termes-là parce que c'est pas très sympa, puis ils font de toute façon 10 fois mieux que ce que je pourrais jamais faire, mais quand je vois Bonnet, Delage, Duchesne, Guarnieri, Guglielmi, Ladanius, Konovalovas, même Le Gac, Scottson, Roux, Seigle... Comment il s'appelle? Le Suédois, là Et Ludvigsen, ils l'ont même pas mis parce qu'il n'arrivait pas à finir les courses. Il est là. Je t'arrête. Mais je finis, Théo. Sors Scottson de cette litanie. Ouais, peu importe, je finis juste sur mon argumentaire. Mais quand on regarde cette liste, après on peut être d'accord sur certains noms ou non, mais on a quand même l'impression que tous ces mecs-là, en fait, ils sont incapables de gagner une course. Il y a l'impression qu'il y a des doublons, il y a des triplés, il y a des quadruplés, il y a tout ce que vous voulez au niveau des rôles. Et que si les leaders ne fonctionnent pas, comme Arnaud démarre un peu cette année, et derrière, c'est le désert complet, quoi. Oui. Je vous ai éteint. Non, désolé. Oui. C'est vrai ce sont des bons gars, quoi, des équipiers solides, mais effectivement, comme tu l'as dit, derrière, ça a du mal à gagner. Hein, d'ailleurs, et alors, certains, on peut mettre Scottson à part, qui à mon avis a plus de temps, mais pareil, est-ce que Scottson, on les enferme pas aussi certains dans un profil de coéquipier? Je sais pas, la stratégie, non. Scottson, je pense que s'il était peut-être un petit peu plus libre et que c'était pas tout pour un leader, ça marcherait peut-être un petit peu mieux. D'ailleurs, Scottson a gagné, c'est vrai, j'ai pris un mauvais exemple, je m'en excuse. Alors, si je peux voilà, de nouveau, voilà, ça va être la vision. J'explique d'où je parle. Je suis un fan de la Groupama et je suis beaucoup l'équipe. Je vois ce que je voulais dire. En fait, il veut dire qu'il n'est pas objectif. C'est le truc. Voilà. Et je suis plutôt d'accord. Il y a beaucoup de mecs dans l'équipe. Mais blague à part, je pense qu'il y a beaucoup de supporters de la FDJ et qui sont conscients de ce problème, de la densité, et qu'il y a peut-être des petits soucis aussi à ce niveau-là. Mais en fait, pour défendre un peu la vision de l'équipe, il faut aussi se dire que la Groupama, c'est pas un des plus gros budgets des World Tour. C'est vrai qu'elle a pas beaucoup de. Oui, mais ça tient pas trop, Théo, parce que c'est les mecs qu'on paye au SMIC. Hein. Il faut regarder les résultats. L'équipe Groupama, par rapport à son budget, elle a des résultats qui sont corrects. Elle a fait une stratégie de développement autour de leaders très forts, avec des mecs qui sont là que pour les épauler. On peut le regretter, mais globalement, c'est une stratégie qui a tenu la route. Ça ne veut pas dire que il faut pas tenter de s'améliorer. Et c'est vrai que certains coureurs sont peut-être trop, entre guillemets, trop équipiers ou trop limités dans leur choix. Mais je pense que l'équipe en a conscience et
il faut pas non plus. Il y a quand même certains mecs dans l'équipe. Enfin, Elle a surtout les gens prolongé qu'ils ont Anthony Roux quand même, recrutés. donc je sais pas si elle a conscience du Oui, problème. mais elle a prolongé Anthony Roux parce qu'il y a Bonnet, Delage et compagnie qui sont partis. Il faut quand même garder quelques anciens. Quand on voit ce qui s'est passé, par exemple, avec Guglielmi et Sel qui n'ont pas été prolongés, j'y vois les indices d'un début de changement, d'inflexion de l'équipe. Cette année, il y a Stewart qui a performé en début de saison, qui est un petit jeune. Il y a Genietz qui a fait quelques placettes. Tout à fait. Faut pas oublier qu'il y a, bon, il y a un quatrième leader, il y a Kung qui fait quand même une belle saison à son niveau. C'est pas le meilleur rouleur du monde, mais il est dans le top 5, 4, 5e, 3e, je sais pas trop, mais il fait quand même quelques résultats. Faut pas aussi oublier que par exemple Mollard fait une mauvaise saison, alors que si un Mollard fait une bonne saison, ça rajoute de la densité. On n'a pas parlé de Madouas qui a eu pas mal de problèmes et qui s'est réveillé en fin de saison. Je pense que c'est un vrai problème ce que vous soulignez, mais c'est en train d'être réglé. Et surtout, ça va être réglé par la Conti, parce que ce type, en fait, les coureurs équipiers, la plupart du temps, et qui vont tenter d'avoir euh, ce type de coureurs, ça doit être des jeunes, en fait, qui ont les dents longues, qui ont envie de prouver des choses, mais qui sont quand même respectueux. Et ces recrutements, ils vont venir par la Conti. Par exemple, Aski, c'est l'an prochain, je pense qu'il va être équipier sur pas mal de courses, mais il aura aussi sa chance à certains moments. Et on sait qu'il y a aussi des jeunes qui vont venir et qui vont continuer à monter. Donc, c'est un reproche qui est valide, mais il ne faut pas non plus pousser trop loin la critique. Bah après, je vais passer la parole à Greg pour avoir son avis, mais pour moi, il y a quand même un petit souci parce que clairement, il n'y avait pas de place pour tout le monde. Après, on sera d'accord ou pas. On a vu que Balmer, qui devait soi-disant arrêter la route, finalement, il va chez Bike Exchange. On a le cas Vandenberg, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais clairement, entre Anthony Roux et Vandenberg, je pense qu'il y a même pas l'ombre d'un match. Après Hugo Page, bon, on entend que c'est peut-être des problèmes qui sont extra-sportifs, donc on peut peut-être pas juger sur Hugo Page, mais ça fait déjà 3 coureurs potentiellement, et Rogel aussi qui a signé chez AG2R, qui sont pas passés dans la structure World Tour. C'est peut-être pas la raison principale, mais pour moi c'en est une, parce que on continue de faire confiance à des coureurs qui n'ont plus du tout le niveau World Tour. Et c'est pas forcément une critique, mais bah, Greg, justement, je parlais d'année charnière pour Godu l'an prochain. Est-ce qu'il n'y a pas une année charnière aussi au niveau de ces renouvellements de contrat ou non l'an prochain, quand on voit que bah, on a réussi à faire signer Romain Grégoire, ce qui est quand même un très gros coup, je trouve. On a des coureurs comme Lenny Martinez, on a aussi Lorenz Pitti, on a pas mal de jeunes très très talentueux pour moi, et j'ai pas peur de le dire. Je pense que l'équipe de développement de la FDJ 2022 est la meilleure structure de développement sur le papier de tout le circuit World Tour, même devant la Jumbo Visma. Donc est-ce que l'enjeu, ouais, Greg, pour finir mon tunnel, il ne sera pas de faire vraiment de la place l'an prochain pour être en mesure de signer les 4, 5, même voire 6 si on veut, meilleurs jeunes, et avoir cette densité qu'on recherche désespérément depuis de nombreuses années? Oui, je pense que pour le coup, c'est le principal enjeu pour l'équipe dans les années à venir, finalement, pas seulement l'année prochaine. Parce que les jeunes, ils vont pas d'un coup ils vont pas surperformer dès la première année. Donc, par contre, je pense que tu as raison. Ils ont une Conti quand même très solide avec de très bonnes idées. Et il faudra confirmer ces bonnes idées et laisser de la place. Et ça serait bien. Alors aussi, quand on voit certains anciens rester longtemps, il ne faut pas se leurrer. C'est aussi un petit peu, entre guillemets, la bande de copains. C'est-à-dire, c'est le choix du cœur de Marc Madiot qui fonctionne beaucoup. Alors, il a des qualités et des défauts, et ça se rejoint là. Il fonctionne beaucoup au sentiment, au relationnel. Donc, peut-être que certains, on est généreux sur les prolongations. Oui, puis on fait un peu ce qu'on veut, parce que moi, ce que j'entends off, chez certains anciens, on peut refuser de faire un deuxième grand tour, parce que c'est un peu chiant de quitter la maison pendant 3 semaines, ou d'aller à droite ou à gauche. Enfin, on a Oui, il y a l'impression que c'est Reichenbach, comme... par exemple, cette saison, quand on parlait des coureurs Et je qui pensais servent. même pas à Reichenbach, je pensais à un autre coureur assez âgé, mais... Enfin, là Mais oui, encore, mais il y a bon, un souci de management, je trouve. après, voilà, est-ce que laisser l'humain parler, c'est pas aussi un. Enfin, bon, là j'exagère, mais il y a quand même. On sait Oui, que. mais on est dans un sport de haut niveau, là, Théo. Enfin, le but, c'est de gagner, quoi. Oui, C'est et pas... en plus, bon, et je pense qu'on pourrait trouver des coureurs qui auraient beaucoup à redire Si- le management de la FDJ, notamment, Sans comment il faire de s'appelle? parallèle douteux, Le cuisinier. si Lyon, l'Olympique Lyonnais gardait de très mauvais joueurs pendant 5-6 ans, je suis pas sûr que tu pointes le côté humain. Bah, le pire, c'est que Lyon fait ça, mais en plus,
l'humain à Lyon, c'est compliqué, pour le dire rapidement. Mais juste pour revenir un tout petit peu sur, on a un peu dévié vers la Conti, mais sur le problème de Mais c'est densité. intéressant, je trouve, parce que ça, il y a Ouais. beaucoup à dire. Hein, puis le but, c'est pas de polémiquer pour polémiquer, c'est parce qu'on a tous un peu des avis différents. Et vous aussi sur le live, donc c'est bien de créer le débat et de voir un peu ce que tout le monde pense. Quand on voit qui vient, par exemple, Paché, Storer, voilà, c'est des coureurs qui vont amener de la densité. Bon, Paché, il a eu une fin de saison un peu compliquée, mais Michael Storer, c'est un très bon coup. Voilà, et si on peut avoir soit des coureurs comme ça, soit des très bons jeunes de la Conti qui montent la saison suivante, je pense que le niveau de l'équipe ne va faire que monter dans les années à venir et je suis plutôt optimiste. Après, je le redis, moi je suis un grand fan de l'équipe, donc c'est pour ça que je suis optimiste aussi. Je me dis que tout va bien aller, mais objectivement, vraiment, je pense que l'équipe a pas trop à s'inquiéter voilà, sur le long terme. Greg, un dernier mot là-dessus sur la Conti, la Non, je suis assez prolongation de ton d'accord. avis? Enfin, je l'ai dit, hein, je trouve qu'ils sont un recrutement intelligent. Maintenant, ça prendra aussi du temps. Et voilà, il faudra faire un bilan dans 2-3 ans. Mais ils ont quand même pas mal de bonnes idées. C'est, tu l'as dit, hein, c'est peut-être en termes d'équipe de développement, il y a vraiment de très très bonnes idées. Donc, ça sera à suivre. Tout à fait. Alors, avant de passer au recrutement, même si vous l'avez un peu évoqué, je voulais parler de Stéphane Kung, parce il a fait aussi une bonne saison. Il a été champion d'Europe. Il a gagné pour la première fois, je crois, de sa carrière en World Tour. Greg, est-ce qu'on peut encore s'attendre à le voir progresser dans la hiérarchie, Stéphane Kung, le rouleur suisse? Oui, bah déjà, enfin, il a confirmé, il a aussi gagné le chrono des nations, même si le niveau est peut-être un petit peu moins élevé, Ouais, parce que il a Ghana fait avait de belles déclaré perfs. forfait, hein, je crois. Voilà. Après, faut aussi regarder que cette année, il avait quand même les Jeux Olympiques comme gros objectif. Donc, sans les JO l'année prochaine, enfin, je suis assez curieux de voir son calendrier. À noter aussi qu'il a été particulièrement poissard sur Roubaix. Ouais, exact. Donc, voilà, moi, je suis assez. C'est toujours compliqué quand lui, il avait des objectifs, on va dire, personnels alors, je pense qu'il visait les chronos du Tour où, bon, il n'a pas pu gagner. Il a quand même fait des perfs honorables. Il visait le chrono des Jeux Olympiques. Bon, ça n'a pas très bien trouvé non plus, mais il reste quand même un très, très gros rouleur efficace et à suivre. S'il s'oriente aussi un petit peu plus vers les classiques, ça peut être aussi intéressant pour l'équipe. Ton avis, Théo, Puis sur la progression? Vas-y. Oui, en plus c'est un très bel homme, donc ça peut que lui rajouter des points de charisme. Oui, Kung, alors je sais pas s'il va progresser, mais je pense qu'il y a des saisons où il aura moins de malchance que cette année, par exemple. Enfin, c'est pas de la malchance, mais avec sa deuxième place sur le chrono du Tour derrière Pogacar, un Pogacar qui sort une perf absolument hallucinante sur un vélo qui est même pas un vélo enfin, qui est le vélo de Chrono Colnago. J'ai entendu dire qu'il laissait à désirer. Bon, il tombera pas tous les jours sur un Pogacar dans une forme exceptionnelle le jour du chrono du Tour. Mais est-ce qu'il Je pense, tombera pas toujours sur Ghana aussi? C'est ça le problème. par exemple, oui, non, c'est Pas sûr. pour les Alors, gros objectifs, parce qu'on a vu que Ghana, quand c'était pas un gros objectif, il savait s'y mettre un peu la pédale douce, et que ce grand rendez-vous, il était par contre très très costaud. par exemple, Ghana, il veut faire Giro Tour l'an prochain. J'ai vu Ouais, une interview. Milan-San Remo et Roubaix aussi, je crois. Le truc, c'est que il va avoir du mal à être au top partout, surtout qu'il est chez Ineos. Donc, s'il fait le tour, il va bosser. Donc, peut-être qu'un chrono en fin de tour, il sera moins bon. Enfin, euh, quand tu es dans les 3-4 meilleurs coureurs de chrono du monde, tu gagnes. Tu as toujours des opportunités de gagner quoi, en World Tour ou sur des championnats. Je pense qu'un jour, Kung gagnera un chrono sur le tour. Je n'ai pas trop de doute là-dessus. Alors messieurs, est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur la saison 2021 de la Groupama FDJ? Si vous avez des questions sur le chat ou des éléments à ajouter, Rapidement, n'hésitez pas en même temps. Madouas, un petit peu décevant. Hein. C'est vrai qu'on l'attendait parce qu'il avait été les saisons précédentes étaient très prometteuses, donc c'est vrai qu'il était un petit peu attendu au tournant, notamment peut-être les premières étapes du Tour de France, qui partait en Bretagne chez lui. Donc voilà, ça peut-être à suivre. J'ai remarqué aussi Kevin Genietz qui a l'air assez prometteur. Ouais. Et je voulais, tiens, ça me fait penser, je voulais parler de Jack Stewart, Greg. Alors, je l'ai trouvé absolument impressionnant Énorme au en début de saison. ouais, des top 10 un peu partout. Et quand j'ai pris à Rivals, il s'est foiré totalement. Je l'ai pris à Rivals Manager, il s'est complètement foiré. Je vois pas le lien de cause à effet forcément, mais
Bah, j'ai pas trop suivi ce qui s'était passé et peut-être que vous avez des réponses sur le chat, vous. Mais comment expliquer cette baisse de niveau soudaine? Est-ce qu'il a trop couru? Est-ce qu'il a eu un programme ensuite qui n'était pas forcément adapté à ses capacités? Parce que j'ai vu que c'était, enfin, qu'on discutait beaucoup de ses capacités justement sur nos forums. Quel est ton avis sur ce changement radical dans les performances de Jake Eh, Stewart? j'ai pas d'explication personnellement, parce que c'est pareil, moi je l'ai trouvé très prometteur en début de saison. On le voit, il fait plusieurs top 10 sur Bessèges, il est deuxième je crois au Newsblad, quand même une course assez difficile. Mais puis après, c'est vrai, quasiment plus rien, et souvent loin. Donc, c'est un grand mystère à suivre l'année prochaine. Donc, Ouais, est-ce Thibaut qu'il nous a dit qu'il a beaucoup beaucoup couru? couru en World Tour. C'est vrai aussi, mais après, il y avait des courses quand même accessibles, hein. Le niveau, notamment sur le Tour de Pologne, je pense qu'il y avait largement le niveau pour gagner, que ce soit même sur le Tour de Wallonie, de faire beaucoup mieux que ça. Ouais. Alors, petite mention pour Attila Valter, effectivement, qui a fait une bonne saison et qui a porté le maillot rose sur le Tour d'Italie. Et je relance Théo, du coup, sur Jack Stewart. Oui, Stewart, je pense qu'il y a eu un petit souci à la coupure. Il a peut-être mal géré. Il a commencé très tôt. Là, c'est sa saison aussi. Enfin, il a 21 ans. Il connaît pas encore. Il a pas. C'est sa première saison complète chez les pros, même s'il a signé pro au cours de l'année dernière. Je m'inquiète pas trop. Je suis pas sûr que ce soit le crack que certains anglo-saxons ont vu y voir. Je suis pas sûr que, par exemple, ça valait le coup de ne pas prendre Vandenberg parce qu'on a Stewart dans l'effectif, parce que je pense que ça a été une partie de la logique pour le non-recrutement de Vandenberg. Mais je suis pas inquiet de sa saison. Comme Thibault le dit, il est jeune. Voilà, c'est le type de coureur qui, bah, voilà, justement, va pouvoir apporter de la densité à l'effectif. Pourquoi pas le voir un peu. Enfin, c'est vrai qu'il a fait beaucoup de World Tour. Moi, j'aurais plutôt vu commencer par des Coupes de France, mais bon, pourquoi pas. Et pour Walter, c'est un coureur que je ne comprends pas. Déjà, il a un style et sur le vélo, je ne sais pas si vous voyez à quoi il ressemble, mais c'est très bizarre. Il a une énorme braquasse, il a les genoux écartés. Franchement, c'est pas très beau. Bon, ça, c'est juste un petit point esthétisme, mais tout le monde préfère les coureurs les plus fringants. D'ailleurs, Il y a des fans de Fernando Escartin, Théo, détrompe-toi. Et il est grand, enfin, il est assez fin, donc c'est vrai qu'il a dû. et il a recru Storer aussi, un style horrible, hein. Bon. Mais Attila Valter, oui, Valter, donc Théo, vas-y. Attila Valter, il est très bon sur le Giro, j'ai envie de dire qu'il est très bon sur une étape en fait. J'ai oublié le nom de l'arrivée, mais c'est l'étape où Et il c'est prend. Stola, Ouais, non? le reste c'est plus compliqué, oui c'est ça. Et il est très bon sur le Tour de Lombardie. Et j'avoue que j'ai du mal à comprendre ce coureur. Euh, il a l'air d'avoir le potentiel pour faire des grandes choses. On se rappelle aussi de son étape sur le Stelvio, sur le Giro de l'an dernier, où il fait partie des meilleurs à la pédale, alors qu'il avait été plutôt transparent avant. Pour lui, je pense qu'il peut passer un palier, il peut passer un palier l'an prochain. Au final, il n'a pas de temps de saison que ça chez les pros. L'an prochain, ça va être sa troisième saison chez les pros, si je dis pas de bêtises. Je pense que Thibaut sur le chat le sait. Mais voilà, j'ai du mal à cerner ce coureur et du coup, j'en attends pas grand-chose, mais pourquoi pas une belle surprise. Alors, on va pouvoir passer à la suite et au recrutement. Donc, on l'a un peu évoqué. Et Stereo nous dit Vandenberg. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose pardon, qui revient souvent. Il me semble qu'il y a même eu une pétition qui a été lancée sur une plateforme de pétition en ligne. Alors, messieurs, je vais vous poser la question tout simplement et très directement. Est-ce que l'un d'entre vous sait pourquoi on n'a pas signé Marine Vandenberg à la Groupama FDJ? Ben, il manquait de place, c'est tout. Ils sont à 29, non? Oui, mais est-ce qu'ils ont le budget, ou est-ce qu'il part quand même chez, Est-ce que chez c'est qu'une question de place ou est-ce qu'il y a eu une autre le raison? budget, ou est-ce qu'il lui propose mieux à Education, ça, il part à chez EF, donc Je sais vraiment que c'est l'équipe qui n'a pas voulu de lui. Son père, par exemple, arrêtait pas il a retweeté la pétition, notamment, justement. Et vraiment, c'est quand toutes les équipes se sont rendues compte qu'il n'allait pas être pris chez la Groupama qu'ils lui ont proposé quelque chose. Je pense que chez EF, il n'a pas un salaire mirobolant, parce que EF, il recrute beaucoup de jeunes espoirs, mais il les paye pas forcément très bien. Euh, pour moi, en vrai, c'est incompréhensible.
On Greg, peut ton avis, rationaliser. et puis dites-nous sur ça si vous comprenez ou pas cette décision Ah non, sportivement mais parlant, j'entends, hein, de ne pas signer Vandenberg. c'est curieux, c'est dommage. Voilà, c'est pour ça qu'on disait, on verra comment ils feront les années suivantes le lien entre la Conti et l'équipe World Tour, parce que c'est dommage de perdre un coureur comme celui-là. Mais est-ce qu'on n'envoie pas un mauvais signal aussi aux coureurs de Conti quand on en perd comme ça, 1, 2, 3 ou 4, parce qu'il y en a 4, hein, bon, pas forcément tous au même niveau. Je pense que c'est moins grave de perdre Rogel que Vandenberg, par exemple, sans faire offense aux Français. Mais et ouais, est-ce qu'on n'envoie pas un mauvais signal dans le sens Après, où... chaque cas est différent. C'est-à-dire, et de toute façon, il a trouvé un contrat en World Tour, donc de toute façon, c'est ce qui intéresse un jeune qui hésite à signer dans une équipe Conti. Ce qu'il va regarder, c'est est-ce que, eh bien, dans cette équipe, il aura les moyens de se montrer et après de signer en World Tour. Enfin, un Mais mauvais signal dans le sens, t'es pas obligé de signer chez nous, parce que de toute façon, en gros, il y en a un sur deux qui va ailleurs, quoi. Du coup, tu te sens peut-être moins obligé t'inquiète de... pas que s'il y a une grosse équipe, une autre équipe World Tour qui arrive, ils vont être intéressés aussi, les coureurs. Hein. C'est pas forcément enfin, je suppose, ils sont pas forcément si attachés que ça. Enfin, à rester chez Groupama si on peut aller ailleurs. Tout à fait, ouais. Alors, le recrutement, messieurs, justement, on y vient, et je vais changer de page sur le site de nos amis de First Cycling, que j'aille sur la page de 2022, pour ne pas me tromper. Donc, je fais un point sur les coureurs libérés, d'ailleurs, rapidement. Ah bah, William Bonnet, équipier modèle, qui prend sa retraite. Alexis Brunel, donc la fameuse La info surprise, surprise de l'ami Nicolas Fritsch, qui avait raison et qui part chez UE Team Emirates. Michael Delage, donc pareil que Bonnet, en fin de carrière. Guglielmi non conservé, va chez Arca Samsic. Romain Seigle, on n'a pas de nouvelles. Je ne sais pas si vous en avez ou sur le chat, il y en a. Et dernier départ, et je voulais avoir votre avis, parce que moi j'étais un peu surpris, à vrai dire, de cette annonce, la perte de Benjamin Thomas, qui pour moi est un très bon coureur et qui va finalement aller chez Cofidis. Théo, si bah tu oui. veux, ouais. Vas-y, Théo, vas-y. Oui, plutôt d'accord avec toi. Sur Benjamin Thomas, un peu plus. J'ai l'impression que ça l'a jamais vraiment fait chez Groupama. Alors je suis d'accord, c'est un très bon coureur. Il a progressé en chrono cette année. Il fait pas partie des meilleurs coureurs de chrono mondiaux. Mais j'ai l'impression que par rapport à ce qu'il avait laissé voir quand il était dans l'équipe de 1 mètre terre, c'est un peu décevant. Il a fait beaucoup de pistes et c'était un peu son excuse pour pas être performant sur la route. Mais même au niveau du, alors, quel est vraiment son profil? C'est un rouleur sprinter, parce qu'on l'a vu faire des placettes, notamment sur Tirreno, mais il frotte pas beaucoup. Sur les courses où il a pas l'air très impliqué, c'est-à-dire qu'il fait pas beaucoup l'équipier pour les autres. Je serais pas étonné qu'il y ait un peu eu des tensions entre lui et l'équipe qui explique son départ chez Cofidis. Je crois que aussi la personne qui partage sa vie va courir chez Cofidis dans l'équipe féminine de Cofidis. Je vais pas dire de bêtises, ça a pu jouer aussi. Mais je trouve ça un peu Ah, en c'est fait. les infos de Théo, ça. Ça, c'est les, Ouais. les potins, les trucs, ça, c'est. Vas-y, Euh, vas-y. j'ai aussi l'impression que, enfin, de l'extérieur, ça ressemble un peu à de l'ingratitude pour lui qui, maintenant il va focus sur Paris 2024, mais qui était censé être dans son projet avec Groupama se concentrer sur la piste jusqu'à Tokyo et après, un peu courir pour l'équipe. Et au final, ça l'a pas vraiment fait dans ce sens-là. Et j'ai du mal à, voilà, être vraiment, en tant que fan de l'équipe, j'ai du mal à être déçu de son départ. Euh, c'est un départ qui n'était pas prévu, mais voilà, je ne garderai pas un très 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 grand souvenir en fait de Benjamin Thomas à la Groupama et par rapport aux attentes que j'en avais, par rapport au potentiel du coureur que j'entrevoyais, je suis un peu déçu. Et toi, Greg, ton avis avant de passer aux recrues sur Bah, ce départ? je trouve que c'est dommage de perdre un rouleur de ce niveau, en fait. On n'a pas beaucoup, enfin, en France, de bons rouleurs. Et voilà, la déception, c'est plutôt là, finalement. C'est vraiment. Alors, en plus, là, il avait l'objectif des Jeux Olympiques, donc forcément, c'est vrai, tu as raison. Le souci, c'est toujours ça, c'est qu'il est peut-être moins concentré sur la route. Mais un rouleur de cette valeur, est-ce qu'ils ont l'équivalent maintenant? Enfin, ils l'ont pas remplacé, pour le coup. C'est plus ça le souci. S'ils avaient pris un autre gros rouleur, à la rigueur, j'aurais dit OK. Mais voilà, je pense que ce qui manque, c'est aussi peut-être dans le recrutement, c'est un rouleur. Ils n'ont pas pris l'équivalent de Benjamin Thomas. Alors, côté recrues, messieurs, là, c'est quand même assez intéressant. Et je vais commencer par Michael Storer, parce que Michael Storer, il a crevé l'écran au mois d'août. Je pense que le contrat a été signé
avant, et que c'est plutôt une bonne chose, parce qu'à mon avis, il y avait quand même certainement un peu plus de monde au Portillon, enfin il y aurait eu plus de monde au Portillon après ces perfs au mois d'août. Quel beau coup, Théo, hein, de la Groupama FDJ. Là, il y a eu du flair sur un coureur qui s'est vraiment révélé, non, parce qu'on le voit venir depuis quelques années, mais qui a vraiment confirmé, en tout cas en deuxième partie de saison. Oui, je pense que Groupama a signé un bon espoir. Alors, je ne veux pas dire de bêtises, il me semble que Storer a perfé sur le Tour de l'Avenir qu'a gagné Gaudu. Mais peut-être que je confonds, mais il me semble qu'il faisait partie des deux Australiens qui étaient dans le coup. Avec Euh, Hamilton, ouais, certainement. et, et oui, ils ont signé en fait un bon espoir qui commence à enchaîner ses premières perfs. On l'a vu, Storer faire un gros travail pour Bardet sur le Giro, donc il est aussi capable d'être équipier. Et il est signé peu après sa victoire au Tour de l'Ain. Donc tout le monde était enthousiaste et finalement on se retrouve avec un double vainqueur en le Tour, un coureur qui est quasiment en montagne, qui sera sûrement le troisième meilleur coureur de l'équipe. C'est le coup, voilà. Pour moi, un des meilleurs coups, enfin le meilleur coup d'une équipe française sur ce mercato. J'essaie de réfléchir à d'autres transferts, mais vraiment je vois pas en rapport qualité-prix. C'est assez exceptionnel, en espérant qu'il s'intègre bien et aussi en voyant comment il sera utilisé dans l'équipe. Est-ce que ce sera vraiment un leader à part entière? Est-ce qu'il sera intégré à un groupe? On sait que l'équipe fonctionne par coup par groupe. Ou est-ce qu'il aura un peu un rôle de franc-tireur? Je sais pas trop. Je pense que le début de saison pourra un peu nous éclairer là-dessus. Tout à fait, ouais. Alors, la suite, c'est... ouais, je vais laisser Lewis Heskey de côté, on en parlera à la fin. Quentin Paché, très très bon en 2020, un peu moins en vue cette année, mais il a peut-être fait aussi des courses qui lui correspondaient pas vraiment, enfin en tout cas c'est mon avis. Qu'est-ce qu'on peut attendre de Quentin Paché l'an prochain? Est-ce que tu penses que par rapport à ces années BNB, il va franchir un palier et puis remporter sa première victoire chez les pros? Parce que je crois qu'il n'a toujours pas levé les bras. Chez les pros, je suis pas sûr. Des victoires. Non, c'est vrai. Il a gagné le Tour de Savoie et une étape sur la Ronde de l'Isère en moins de 23 ans. Oui, c'est un coureur, ça fait quelques années qu'on le suit et que voilà, il a peut-être pas évolué comme on pouvait l'attendre parce qu'il y avait quand même de bonnes attentes, parce c'est un coureur qui a du punch, qui est capable, voilà, normalement, qui aurait dû être capable de gagner des courses comme peut-être des Coupes de France, des choses comme ça, et qui n'a jamais finalement confirmé les espoirs qu'on avait pu placer en lui. Alors on peut espérer que dans la FDJ, il aura, je sais pas quel sera son rôle exactement qu'ils vont lui donner, quel sera son calendrier. C'est vrai qu'on parle des Coupes de France, Greg. Est-ce qu'il peut pas profiter du collectif FDJ? Parce que, comme on l'a vu aussi parfois sur des championnats de France, quand la FDJ est vraiment en surnombre dans le final, on peut la profiter du collectif plus que chez BNB où il était forcément plus souvent isolé. Ça sera, je pense, l'objectif, ou j'espère pour lui, hein, que ce soit un peu son année et que voilà, on puisse le voir enfin lever les bras, parce que c'est pas mal d'années, puisque moi je le suivais déjà quand il était chez Delco. Qu'on attend qu'il confirme finalement toutes les bonnes choses qu'on pensait de lui il y a quelques années. Théo, un avis sur Quentin Paché? Comment tu le vois toi l'an prochain? Moi, je trouve que ça fait un peu penser au recrutement de Rudy Mollard. Mollard, il avait couru. Ah, bah non, Cofidis, c'était pas avoir le tour à l'époque. C'est un bon coureur qui pourra peut-être passer un palier en signant dans une World Tour. C'est plutôt intelligent. J'espère que oui, voilà, il va un peu densifier le front sur les courses françaises. En plus, voilà, c'est un coureur français. Je crois que c'est le seul. Bah, c'est ce que dit Thibaut justement. C'est la seule recrue française et c'est quand même important pour une équipe comme la Groupama. Je trouve ça plutôt intelligent. Après, Paché, c'est un coureur qui a jamais gagné, qui a pas la gagne en lui. Donc c'est un coureur que j'aime bien aussi, donc j'aimerais le voir gagner voilà, sur un Tour du Limousin, quelque chose comme ça l'an prochain. Et je trouve ça plutôt bien vu, toujours dans cette idée de recruter des mecs qui vont pouvoir servir d'équipiers, mais qui peuvent aussi jouer leur carte. Je pense que c'est un mec qui peut être champion de France un jour. Peut-être que je me trompe, mais je vois bien quelque chose comme ça. Bref. Passons à la suite. Bram Velten, pas grand chose à dire, je pense. On va pas trop s'attarder. Par contre, Lewis Heskey, un très très bon coureur qu'on voit venir depuis
les juniors. Il me semble qu'il a gagné Paris-Roubaix chez les juniors, mais je ne veux pas dire de bêtises. C'était Théo, le coureur à signer, hormis Vandenberg, bien sûr, au sein de la Conti. Oui, c'est le plus gros talent de l'équipe. Si vous êtes intéressé par Lewis Heskey, je vais faire un peu de promo pour un autre podcast, mais il a été interviewé tout au long de la saison par Continental, qui est un podcast en anglais, et où il parle un peu de sa saison de l'intérieur. C'est vraiment un coureur monstrueux, on l'a vu sur le championnat du monde espoir. C'était peut-être le coureur le plus fort de la course. Bon, il n'a pas attaqué au bon moment. On l'a vu sur la Ronde de Lézard, qui est une course pour grimpeurs. Il a fait enfin des numéros exceptionnels. On l'a vu lors du championnat de Grande-Bretagne, où il est vraiment très fort. C'est un costaud, c'est un roule toujours, c'est un coureur pour la classique pavé, quoi. Oui, c'était peut-être le plus gros talent de la Conti, prêt à passer chez les pros, et l'équipe l'a sécurisé, quoi. C'est vraiment voilà, c'est le coureur que j'ai le plus envie de voir l'an prochain à la Groupama, je pense. Alors, on parlait de la Conti. Pour le coup, il fait du cyclocross en ce moment-là, pour le coup. Ouais, ouais. Pour info. Greg, je vais te relancer du coup sur la Conti. On va finir sur la Conti parce qu'on va pas parler que de ça non plus, mais c'est un sujet intéressant, je trouve. Je voulais jouer à un petit jeu avec vous. On va faire un peu de PCM. J'aime pas trop ça, mais dans un monde idéal, là, et je vous ai mis l'effectif de la Conti 2022. À votre avis, les garçons, combien de coureurs on doit signer l'an prochain? Puis vous pouvez faire pareil hein, sur le live, n'hésitez pas. Dans cette liste-là de coureurs, combien doivent être signés l'an prochain sur le papier hein. Encore une fois, je précise, c'est du mode PCM. On ne sait pas qui va confirmer, qui sera un fail, qui sera blessé, etc. Mais dans un monde idéal, ouais, qui vous prenez, vous, absolument, en fin de saison 2022 pour ne pas se le faire piquer par la suite? Bah, il y en a qui. Enfin, faudrait voir surtout ceux qui viennent d'arriver, quoi. Ils vont pas partir au bout d'un an, je pense, Euh, directement. On en parlait un petit peu. Thompson a déjà signé, ouais, donc on le met de côté. Je sais pas, moi je suis curieux de. Bah, évidemment, enfin, les noms qui reviennent le Et plus. Grégoire n'a pas signé parce que les pré-contrats sont interdits en France, donc du coup, il n'y a pas de signature. Pas encore, bah, à suivre. Bah, évidemment, on est tous curieux d'attendre Lenny Martinez, puisqu'on a connu son père il y a quelques années. Maintenant, ça ne nous rajeunit pas, mais il est encore assez jeune. Pareil pour Eddie Le 8-12, qui a été super chez les jeunes. À suivre. J'avoue que j'ai pas trouvé, c'est assez difficile aussi de juger. Parce qu'ils sont assez au-dessus, remarque, dans leur génération, pas mal de coureurs ici. Donc, mais s'ils ont le niveau pour passer au pro, il en faudra toujours en signer un ou deux, mais après, ça dépend comment ils sont en fin de contrat aussi, chez la Alors, FDJ. je vais commencer, hein, du coup, comme ça va vous permettre de réfléchir. Je vais prendre position, ça fait un moment que je ne l'ai pas fait pendant l'émission. Pour moi, à la fin de la saison 2022, il faut signer Romain Grégoire, absolument. Parce que de toute façon, si tu le prends pas là, Machine va arriver, va mettre les billets et il va le prendre, ou lui ou Ineos, peu importe, mais si on lui propose 1 million par an, comme on peut le faire sur des jeunes coureurs dans ces équipes, l'argument, le centre de performance est à 10 km de chez moi, je pense qu'il ne tiendra pas. Moi, je signerai Laurens Pitty aussi, parce que je trouve qu'il a un potentiel assez impressionnant. Et je prendrai aussi Lenny Martinez. Ça serait les trois priorités. J'aimerais bien voir évoluer Plo White, parce que je pense que c'est un coureur qui mérite sa chance, qui a été très bon en Océanie, qu'on n'a pas trop vu encore en Europe, à part un peu sur le Tour de l'Avenir cette année. Mais s'il y en avait vraiment trois, ça serait Grégoire, Martinez et Plo White en plus. Plo White. Pitty, pardon, en plus de Thompson qui a déjà signé. Donc ça veut dire qu'il faudra faire de la place, au moins 3 places ou 4 places l'an prochain. Et je vous laisse la main maintenant que j'ai donné pour mon te avis. répondre, Charles, je suis tout à fait d'accord sur Pitty. Pour moi, c'est le coureur à signer absolument pour un prochain, parce qu'à mon avis, il sera déjà opérationnel. Il a déjà fait un podium sur une .1, il a gagné une 2.2 cette année. Vraiment, c'est peut-être le coureur le plus sous-estimé de la Conti, mais je pense que l'an prochain, il doit signer pro. Il doit être Espoir 2 l'an prochain. Pour Grégoire, je sais pas, en fait, il est très fort, c'est sûr, mais on sait pas du tout ce qu'il vaut sur les courses Espoir. On sait pas du tout ce que lui a envie de faire. Je pense qu'il faut le sécuriser. Je pense que s'il est performant l'an prochain, il faut le faire signer chez les pros, ou il faut faire comme Thompson, lui faire signer déjà un contrat pour les années à venir,
pour vraiment le sécuriser. Martinez, je sais pas, parce que Lenny Martinez, c'est typiquement le genre de coureur qui est très petit gabarit, qui risque de souffrir en passant dans une catégorie avec des braquets pas limités. Euh, Encore une fois, je pense que ça dépend de comment sa première année se passe chez les pros, et aussi être intelligent, voir si voilà, il y a vraiment trop qui rôdent autour de lui. Et ça, pour ça, il faut communiquer avec lui régulièrement. Bah, il faut effectivement le sécuriser, mais en priorité pour l'an prochain. Pour moi, il faudra aussi prendre Paul Penwet s'il fait une bonne saison, s'il confirme sa très bonne saison, parce que c'est le meilleur sprinter français chez les Espoirs et un des meilleurs sprinters chez les Espoirs, tout simplement, quoi. Je pense que l'an prochain, Penwet sera Espoir 3, si je dis pas de bêtises. Mais est-ce qu'on parlait de coureurs sous-estimés? Est-ce qu'il n'est pas un peu surestimé, Penwet? Je ne trouve pas du tout. Bah, je dis ça, Enfin, c'est un peu intéressé, c'est un peu mon avis, donc c'est pour ça que je vais être honnête. je l'ai vu. Enfin, chez les Espoirs, généralement, on regarde des résultats bruts. Euh, sur les résultats bruts, il est déjà pas mal, mais en plus, pour l'avoir vu vraiment sprinter sur pas mal de courses, il fait une impression phénoménale. Vraiment, il fait une impression phénoménale. Il est très rapide, il a du punch. Enfin, visuellement, c'est très impressionnant. Donc, Alors, on nous j'ai parle de remonté Pickering. des pelotes. Ouais. Ouais, pardon, on nous parle de Pickering aussi. Théo, je vais te Oui. demander ce que tu en penses, mais pour moi, Pickering, faut faire attention parce qu'il y a souvent une hype sur les juniors qu'on voit évoluer. Finlay Pickering, il a fait très peu de courses UCI. Je crois qu'il fait le trophée au Buffoni, mais c'est de mémoire, hein, donc j'ai pas vérifié avant. Je crois qu'il fait 2. Il doit faire le Rublyland aussi, où il fait 3 ou 4, je sais plus. Enfin, il fait top 10. Mais une victoire sur un chrono du championnat de Grande-Bretagne, je ne suis pas sûr que ça vaille vraiment la hype qu'on est en train de mettre autour de ce coureur. Il sera peut-être très bon, mais pour moi, c'est pas Lewis Heskey, par exemple. Il est loin d'avoir prouvé chez les juniors qu'il était au-dessus du lot. Il n'a pas été dominant du tout. Certes, il n'a pas eu un calendrier peut-être assez consistant. J'entends aussi quand on me dit qu'il n'y a pas d'épreuve pour grimpeurs chez les juniors, que tout est un peu fait pour les punchers ou les sprinters. Mais il faut savoir que quand on interviewe des coureurs juniors, et on l'a fait pas mal de fois, vous le savez, dans nos séries de champions de demain, à chaque fois qu'on demande à un coureur junior son profil, il nous dit que c'est beaucoup trop tôt pour juger. Donc, on peut pas dire, Oui, je finis et puis je te repasse la main, Greg. Du coup, on peut pas dire Pickering, il a pas marché parce que c'est un grimpeur, en fait. Ça tombe pas vraiment sous le sens, hein. Quand on voit Evenepoel, Evenepoel, il n'avait pas besoin d'avoir un profil. Chez les juniors, il lâchait tout le monde tout le temps et basta, quoi. oui, non, mais je veux dire, justement, je voulais dire, enfin, là, on est en train de parler de coureurs qui ont entre 19 20 ans, qu'on a finalement assez peu vu parce qu'on suit les résultats en junior, mais on voit pas toujours les courses, hein, comme l'a dit Théo. Donc, il faut quand même être très prudent parce qu'évidemment, on voit maintenant au World Tour des mecs monter et des jeunes exploser très tôt. Donc, ça sera aussi à analyser dans le futur. Il y en a peut-être qui ont aussi besoin d'un peu plus de temps, d'1 ou 2 ans de plus. Parce que là, on a l'impression que dès 18-19 ans, on se dépêche de les faire signer pro. Maintenant, c'est la course à signer le plus jeune. Bientôt, on va faire signer des U16 ou des U15. Bon, j'exagère un peu, mais c'est vraiment, enfin, on analysera ça. C'est quand même la nouvelle tendance. Maintenant, les équipes World Tour se jettent sur les U18. Peut-être que certains, voilà, ont besoin de plus de temps. Il faut regarder. Et je pense, comme on l'a dit, finalement, peut-être pour conclure sur la Conti, ils ont quand même un groupe intéressant et voilà, mais il faut laisser, ils auront l'occasion de faire quelques Coupes de France, il faut leur laisser un peu de temps, de montrer ce qu'ils valent et quelle est leur réelle valeur. Pour rebondir sur ce que dit Greg, il y a une interview qui est sortie il y a pas longtemps de l'entraîneur principal de la Conti, Nicolas Boisson, qui expliquait qu'il faisait un travail spécifique. Par exemple, un coureur comme Enzo Paleni, qui a pas fait beaucoup de résultats l'an dernier, c'est aussi dû au fait que les espoirs 1 et les espoirs 2, ils leur font travailler la caisse, ils leur font pas trop travailler l'endurance, et surtout, ils les responsabilisent pas. Donc, on s'enflamme sur Grégoire, Martinez, le 8-12. Je pense qu'ils doivent d'abord découvrir la catégorie espoir, quoi, et que l'an prochain, ils seront pas forcément aussi performants qu'on pouvait l'espérer.
Je mets le cas Grégoire un peu à part. Je pense que lui, c'est vraiment un crack absolu. Et qu'en Oui, vrai, avec Agnès, c'était les deux dessus. meilleurs juniors cette année, Ouais. quand même. Et juste un tout petit mot, désolé de revenir en arrière, mais tu parlais de Plurite avant. Je vais le prononcer à la française. Pour moi, c'est typiquement comme Vandenberg. Ils ont pris un Espoir 4 qui va être très performant, enfin, pour ramener des résultats, pour aussi apprendre aux jeunes à courir pour un autre coureur. Et il va y avoir un peu un dilemme si justement il est performant, parce que je pense que l'équipe mère a pas du tout prévu de le prendre, lui, mais que s'il est performant, il va y avoir un peu le même problème que pour Vandenberg. Et oui, Thibaut est d'accord avec moi, mais en même Surtout temps, ses je suis pas agents, convaincu. c'est Seg à Plowright. Donc, du Ouais. coup, s'il veut être placé, je pense qu'il y aura du jeu d'agents. Je crois qu'il y a des liens avec EF, notamment. Voilà, voilà. Stéréo qui nous dit et Wish Brox avec Agnes et Grégoire, ce sont les meilleurs J2, ouais, même si l'ami Sian ou Kian, je sais pas comment on dit, je l'ai trouvé un petit peu moins fort que ce qu'on a pu dire en tout cas ou entrevoir lors de sa première année. Enfin, on est très loin pour moi Il a quand même beaucoup gagné. de Remco Evenepoel. Messieurs, d'autres choses à dire sur la FDJ. Je vous propose de finir, si vous le voulez bien, par vos perspectives pour 2022. Qu'est-ce que vous voyez pour la FDJ l'an prochain, les performances majeures, on va dire, qu'est-ce que vous attendez de cette équipe? Peut-être je commence. Voilà, Ouais, comme on l'a vas-y. dit, je pense que j'espère voir Godu sur le Giro. Ouais, moi Enfin, je suis aussi. assez curieux je suis assez curieux de voir aussi après les choix dans le calendrier, dans les équipes. Qu'est-ce qu'on va faire de Storer? J'espère qu'on le laissera comme un électron libre et un chasseur d'étapes. Et d'ailleurs, j'aimerais bien voir finalement sur le Tour de France une équipe de chasseurs d'étapes finalement. Hmm. C'est-à-dire avec un En mode Démar, Sunweb il y a 2 ans, ouais. avec un Storer, avec un Madois. C'est même Thibaut Pinot maintenant, moi je le vois pour chasser les étapes ou les courses d'un jour, enfin, ou les classiques, etc. Donc j'aimerais bien voir voilà, une équipe sur le Tour de France, une équipe de chasseurs d'étapes où tous les jours ils peuvent faire quelque chose. Et toi, Théo, quelles sont tes attentes? Parce que tu l'as dit, tu apprécies cette équipe. Qu'est-ce que tu espères voir comme performance de la GFDJ l'an prochain? Moi, mes attentes, c'est un Pinot qui redevient un leader de World Tour. C'est-à-dire qu'il vise un classement général de Grand Tour sur la saison. C'est des victoires sur les grands tours, parce qu'en vrai, c'est quand même la honte. Il y a quoi? Il y a 63 étapes de Grand Tour par saison. Il y a que 20 équipes. Oui, il y a quoi? Il y a 20 équipes de Grand Tour, 19 cette saison. C'est la honte de ne pas en gagner au moins une. J'espère donc des victoires étapes sur le Giro, sur le Tour, et au moins un top 5 de Grand Tour sur la saison, que ce soit pour Gaudu ou que ce soit pour Pinot. Et un peu plus de densité et de résultats sur les courses françaises. Si on regarde les classements Coupe de France, les coureurs, bon, Madoua, c'est un peu parfait en fin de saison, mais la Groupama est souvent nulle sur la Coupe de France, et c'est pas normal pour une World Tour. Voilà. Et bien pour finir, moi j'attends ouais, de la densité, j'attends qu'on signe les jeunes dont je parlais, parce que j'aime bien la FDJ, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est une des équipes que j'apprécie beaucoup d'un point de vue personnel. J'espère, comme vous, voir Thibaut Pinot revenir à son meilleur niveau, au moins claquer une victoire d'étape sur un GT. Je trouve que ça serait une belle récompense pour lui. Et pourquoi pas voir David Gaudu, ouais, signer une belle perf sur le Giro ou sur un Liège ou un Tour de Lombardie. Eh bien, voilà, je pense qu'on a bouclé le sujet. Je regarde en même temps s'il n'y a pas des prises de parole sur le live. Thibaut nous dit Pinot gagne le Tour et Gaudu gagne le Giro, c'est tout. Oui, je pense que ça pourrait être une très belle chose et ça ferait plaisir à pas mal de monde. N'exagérez non plus. Ouais, je pense qu'il chambre un petit peu, puis c'est bien normal. Le gars qui est très beau, voilà, oui. Ouais. On est vraiment dans l'esthétique. Hein, je veux pas critiquer les fans de la FDJ, mais des fois, vous donnez un peu le bâton pour vous faire battre. Bref, messieurs, je vous remercie d'avoir passé à ce moment avec nous. On a fait quasiment 1h30 d'émission. C'était très sympa. Merci à tous d'avoir participé sur le chat. C'est toujours top d'avoir vos commentaires. Thibaut, t'es pas mal intervenu et c'est vrai qu'on voit que tu es assez pointu sur le sujet, donc c'est assez cool aussi. Ça nous encourage, nous aussi, à essayer de ne pas dire trop de bêtises parce que je sais que vous prêtez attention à tout ce qu'on dit et vous avez bien raison.
Donc on vous souhaite une bonne soirée, puis on vous dit à très bientôt pour une nouvelle émission des commissaires de course. Ciao. Bonne soirée, ciao. Salut tout le monde.